Aurélien Barraud, que j'ai le plaisir de rencontrer ici pour la première fois physiquement, parce que j'ai eu le plaisir de connaître un peu ce qu'il faisait, et puis d'être dans faire partie d'un jury où on attribuait donc un prix pour un livre, et le prix qui a été obtenu l'année dernière, c'est un prix auquel Aurélien Barraud participait. Le titre, c'est Multivers, et c'est édité chez un éditeur qui est assez jeune et qui fait des choses intéressantes sur un format très très intéressant, forme de dialogue, voilà. L'éditeur s'appelle La Ville Brûle, donc je vous le recommande, Multivers. Et voilà. Et Aurélien Barraud est professeur à l'université de Grenoble. En particulier au laboratoire de physique subatomique et cosmologie. Je trouve ça intéressant qu'il puisse y avoir des laboratoires subatomiques, de physique subatomique et cosmologie. C'est une autre façon de parler du microcosme et du macrocosme. Finalement, hein, ça faisait déjà très très longtemps que les ancêtres, les anciens y avaient pensé. Eh bien, ça reste pertinent encore aujourd'hui, même si c'est abordé d'une manière évidemment, j'espère, différente. Donc c'est à Grenoble. Et la spécialité d'Aurélien Barraud est en fait duale. C'est un bon scientifique, il travaille sur ces deux jambes, hein, la théorie et l'expérience. Donc pour la théorie, il est spécialiste en cosmologie quantique à boucle. Je ne crois pas qu'il y ait eu une conférence sur la cosmologie quantique à boucle, mais vous avez vu ici Carlo Rovelli, souvenez-vous, qui était venu vous parler d'Anaximandre. Et lui-même est un de ceux qui ont initié cette théorie. C'est une façon de décliner le Big Bang, hein, la cosmologie quantique à boucle. Voilà, essentiellement. Enfin bon, c'est toi qui devrais parler de tout ça. Donc essentiellement donc, des travaux théoriques sur l'univers primordial et aussi sur les trous noirs, me dit-il, qu'il travaille avec des amis. Voilà, comme quoi on peut travailler scientifiquement avec des amis aussi, voilà, d'une manière conviviale. J'espère que ça se passe bien. Et sur le plan expérimental, il travaille sur l'AMS, qui est l'acronyme pour un détecteur de rayons cosmiques à basse énergie. Alors à haute énergie, les rayons cosmiques traversent l'atmosphère, on les détecte en bas, hein, on les détecte comme par exemple dans l'expérience Auger en Amérique latine, mais quand c'est à faible énergie, mais il n'y a pas suffisamment d'énergie pour produire des germes. Donc ce détecteur est placé sur l'ISS, donc un satellite qui tourne. Et puis, dernière activité, toujours liée quand même à son activité théorique, il est activement impliqué dans l'étude du LSST, qui est un télescope de 8 mètres qui sera mis en service, je ne sais pas d'ailleurs dans combien de temps, une dizaine d'années peut-être, une dizaine d'années, c'est l'ordre de grandeur, qui aura la particularité de travailler à grand champ, donc ce sera idéal pour les relevés cosmologiques. À titre de comparaison, ce que vous avez dans le couloir à droite, les panneaux correspondent à des champs qui ont été pris par la caméra Megacam du CFH. Ça correspond à 1 degré carré si on met tout ensemble. Celui-là sera 3 degrés par 3 degrés, donc en gros 9 fois la surface de ce que vous voyez, en une fois, hein, de ce que vous voyez affiché au mur. Donc c'est quelque chose de très puissant pour les relevés cosmologiques. Voilà. Eh bien, voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à Aurélien pour nous parler donc des multivers. Merci. Et pas seulement, en fait. On ne fera pratiquement que conclure avec les multivers. Je vous propose donc que nous parcourions ensemble quelques grandes découvertes et quelques questions lancinantes de cosmologie contemporaine, non pas, surtout pas, à la manière d'un savoir que je tenterai de transmettre ou d'asséner, mais plutôt sur le mode d'une balade, d'une promenade, d'un pas un peu hésitant, parfois erratique, tel qu'on aurait pu s'y adonner il y a quelques 25 siècles sur l'Agora, ou pour le dire de façon un peu plus contemporaine, à la manière de ce que le philosophe Jacques Derrida nommait une destinérance. Alors, je crois que la première grande cosmologie qui nous soit parvenue sous forme essentiellement exhaustive, la théogonie d'Hésiode, s'ouvre par ces paroles magnifiques. Commençons par invoquer les muses de l'Hélicon. Les muses qui habitant cette grande et céleste montagne dense, d'un pas léger autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et baignant leurs membres délicats dans les ondes du Permès, de l'Hippocrène et du divin Olmé, forment, sur la plus haute cime héliconienne, un cœur admirable et gracieux.
Ainsi donc, ce livre-monde débute-t-il, composé par le poète des poètes, le premier sans doute qui osa penser dans une sorte de fascinante consubstantialité primitive, la naissance des dieux et des éléments, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui les lois et les choses. Comme si, à regarder de plus près, il fallait déconstruire l'abîme qui sépare la nécessité de la contingence, comme s'il fallait, in fine, penser les aléas impromptus et les schèmes structurants sur un même mode. Laëde, le poète de la Grèce antique, comme devrait l'être, je crois, le physicien d'aujourd'hui, est évidemment détenteur d'un savoir. Il connaît la liste des Néréides et le rôle des naïades. Il est protégé par Apollon. Mais il est avant tout inspiré par les muses. Il s'agit moins pour lui de découvrir une vérité unique que de tisser des fils de monde, si l'on peut dire, à partir d'un socle commun de connaissances. Tout est religieux, mais rien n'est sacré dans la pensée grecque. Personne ne fut damné pour avoir prétendu comme Homère qu'Aphrodite était fille de Zeus ou comme Hésiode qu'elle naquit de l'écume de Pontos. Je crois que, paradoxalement peut-être, c'est ce geste d'anthropomorphisme radical qui a permis l'émergence d'un rapport à la nature extraordinairement désanthropocentrisé, celui-là même que poursuit, me semble-t-il, et avec quel brio, l'astrophysique contemporaine. Dieu merci, ou plutôt peut-être Darwin merci, la nature a bien fait les choses et nous a dotés de détecteurs naturels, nos yeux, qui sont adaptés à nos besoins. Nous voyons la lumière telle qu'émise par notre étoile, le Soleil. Mais comme vous le savez, il existe des grains de lumière dont l'énergie est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que celle qui nous est usuellement accessible, et bien évidemment, leur légitimité intrinsèque à révéler d'autres visages de cosmos, souvent bien plus fascinants que ceux qui nous sont familiers, n'est en rien amoindri par le simple fait qu'ils ne nous sont pas directement visibles. Si l'on veut donc tenter de comprendre ce que sont les différents visages de l'univers, avant même d'envisager l'hypothèse d'un multivers, il faut s'imaginer doté de détecteurs plus génériques, plus généraux que nos yeux usuels. À quoi ressemblerait le firmament si on pouvait le scruter avec des yeux sensibles, par exemple, aux très basses énergies, aux très grandes longueurs d'onde, disons aux ondes radiofréquences? Entre beaucoup d'autres choses, on pourrait directement scruter la structure filamentaire du gaz de galaxies qui conforme l'univers à grande échelle. À légèrement plus haute énergie, dans le domaine des micro-ondes, imaginez une voûte céleste extraordinairement brillante, aveuglante, esthétiquement pauvre, parce que présentant le même aspect dans toutes les directions, mais scientifiquement très riche, parce que présentant une sorte de photographie instantanée de ce que fut l'univers 380 000 ans seulement après le Big Bang. À légèrement plus haute énergie, dans le domaine des infrarouges, c'est, entre beaucoup d'autres choses, le cœur de notre Voie lactée, de notre petit îlot d'univers qui deviendrait visible, alors même que les longueurs d'onde optiques sont très intensément absorbées. C'est l'environnement direct du trou noir supermassif, qui est évidemment l'un des lieux les plus fondamentaux de la galaxie, qui se révélerait de façon plus directe et plus naturelle dans ces longueurs d'onde. À légèrement plus haute énergie, toujours, dans le domaine des ultraviolets, c'est, entre beaucoup d'autres choses, les raies du deutérium qui apparaîtraient. Alors le deutérium, c'est un élément extraordinaire parce qu'il est fragile, c'est-à-dire qu'il ne saurait être synthétisé dans la fournaise stellaire, dans les étoiles, sans être immédiatement détruit par les conditions hostiles qui y règnent. Seul l'univers le plus primordial peut le générer sans immédiatement le briser. Il est donc un signe, une trace comme un vestige de l'univers le plus reculé, des premières secondes de cosmos. À plus haute énergie encore, dans le domaine des rayons X par exemple, c'est, entre autres choses, les processus thermiques les plus extrêmes, la surface des naines blanches, des astres effondrés dont la température se compte en dizaines ou en centaines de milliers de degrés, qui pourraient être scrutés, qui perdent d'ailleurs très lentement leur énergie et qui verront leur structure interne évoluer vers un cœur de diamant pur, oui, de diamant, qu'on se souvienne que dans la délicieuse polyphonie du grec ancien, cosmos réfère à l'imposant ordre du plérome, mais que c'est aussi le terme qui désigne les joyaux, les breloques, disait-il, qui ornent la peau des muses.
Et à plus haute énergie encore, dans le domaine des rayons gamma durs, imaginez une voûte céleste essentiellement noire. Imaginez un ciel sans Hélios et sans Sélénée, sans soleil et sans lune, sans étoiles, sans planètes, qui ne sont pas capables d'émettre ces grains typiquement 1000 milliards de fois plus énergétiques que la lumière visible. C'est un objet plutôt ténu dans les longueurs d'onde optiques qui s'imposerait comme nouvel astre du jour. C'est la nébuleuse du Crabe, révélant le pulsar qui se trouve en son cœur, qui irradierait le milieu interstellaire environnant de particules relativistes. Les visages de cosmos sont manifestement nombreux. Alors, particules relativistes, c'est un point important, parce que la physique des particules, c'est une des grandes réussites scientifiques du XXe siècle. Bien que son objectif ou son enjeu soit en quelque sorte un oxymore conceptuel. Qu'est-ce que l'infiniment petit? Que reste-t-il aujourd'hui de l'atomos de Démocrite? La physique des particules nous dit quelque chose du monde subatomique à l'aide de deux principes. D'abord, le principe de jauge. Il s'agit en quelque sorte de surdéterminer les symétries. Le physicien des particules est obnubilé par l'unification. Dites-moi ce que sont nos invariances, je vous dirai ce que peuvent être nos interactions. Le principe de jauge a permis d'unifier les forces électriques et magnétiques sous forme d'interactions électromagnétiques, et cette force électromagnétique avec la force nucléaire faible sous forme d'interactions électrofaibles. Vous voyez, les quarks, par exemple, ne sont plus véritablement parlés des petites billes liées par des ressorts dans les cœurs des noyaux d'atomes, comme on les présente parfois. Ils sont plutôt des représentations irréductibles de groupes de symétrie. C'est au lourd, très lourd, peut-être trop lourd, pris de l'abstraction que se révèlent certains visages de cosmos. Non pas, me semble-t-il, parce que la mathématique serait, comme le pensait Galilée, le langage pur, autonome, intrinsèque de la nature, mais plutôt parce qu'elle est une manière, parmi d'autres, de faire un monde qui est en l'occurrence signifiant, qui est cohérent, qui est remarquablement descriptif, prédictif et prescriptif, parce que très contraint. Mais fort heureusement, le monde qui nous entoure n'est pas unifié. Il est au contraire diversifié, foisonnant. Il faut donc un second principe, qui vient en quelque sorte contrebalancer le premier, de façon à permettre de réhabiliter la diversité effective du réel, en dépit de cette tension ou de ce désir d'unité conceptuelle. C'est le principe de brisure spontanée de symétrie. Pensez à un crayon posé sur sa pointe. Il est initialement parfaitement symétrique par rotation autour de son axe. Quand on le lâche, il tombe. Et il choisit aléatoirement une et une seule direction privilégiée. Il a donc brisé la symétrie qui le décrivait initialement. Ou pour le dire de façon un peu plus technique, il arrive que les solutions soient moins symétriques que les équations qui les génèrent. Revisité à l'aune de ce principe de brisure spontanée de symétrie dont l'efficace est avérée en physique des particules, nos lois elles-mêmes peuvent se réinterpréter dans une certaine mesure comme des paramètres environnementaux. Autrement dit, elles résultent d'une évolution, elles résultent d'une histoire. Alors, physique des particules, disais-je, mais des particules relativistes. La relativité restreinte, c'est probablement la première grande déconstruction de l'idée ou de l'image newtonienne d'un espace absolu, en soi, presque pour soi, de cette forme pure, a priori, transcendantale, dirait Emmanuel Kant, de la sensibilité humaine. Au contraire, chez Newton, l'espace et le temps sont en quelque sorte a posteriori. Une plastique vient s'immiscer dans l'édifice. Et je crois que la théorie est évidemment révolutionnaire dans ce qu'elle énonce, dans ce qu'elle dit, mais aussi dans ses hypothèses, dans ses prémices, dans ce sur quoi elle se fonde, parce qu'elle constitue justement la première théorie de jauge de l'histoire, c'est-à-dire la première proposition à se fonder sur une symétrie. Mais en l'occurrence, une symétrie plus simple que les espaces abstraits de la physique des particules. Invariance des lois par déplacement spatial et temporel. Quand Isaac Newton énonce les Principia, il ne les suppose pas valides exclusivement à Cambridge et en l'an de grâce 1687, mais aussi à Athènes et à Alexandrie, mais aussi la veille et le lendemain. Il y va, si l'on peut dire, de la condition de possibilité
d'une intelligibilité physico-mathématique du réel. Une loi dépendant du lieu ou du temps s'inscrirait en faux de façon définitoire par rapport à ce qui la caractérise. Une fois donc cette hypothèse presque inévitable posée, la relativité restreinte conduit de façon étonnante à 3 conséquences radicales. D'abord, l'émergence d'une vitesse absolue, indépassable, que la théorie des champs peut bien assimiler, à raison, à celle de la lumière, mais qui correspond peut-être plus fondamentalement à une constante de structure de l'espace-temps. Cette limite à nos velléités exploratoires de l'espace ne résulte pas, quant à son existence, de la forme particulière des lois qui sont à l'œuvre dans notre monde, je crois que c'est vraiment le point nodal, mais du simple fait que des lois existent, c'est-à-dire des symétries fondamentales de l'espace-temps. Ensuite, émergence d'un lien indéfectible entre l'espace et le temps. Si je me mets en mouvement par rapport à vous, ma montre présentera un temps s'écoulement légèrement plus lentement que le vôtre. Nos horloges, invariablement, se désynchroniseront. Chacun d'entre nous pourrait devenir plus vieux que ses propres parents, si tant est qu'il soit encore en vie, et qu'il soit soumis à une vitesse suffisante pendant un intervalle suffisant. Ou pour le dire autrement encore, la lance d'Achille pourrait devenir plus petite que le bouclier d'Hector, sans intervention aucune de la déesse Athéna, mais comme un simple effet de contraction géométrique agissant sur celle-ci si elle se déplace, là encore, de façon suffisamment rapide. Et enfin, troisième conséquence fondamentale, la relativité restreinte conduit à une relation entre l'énergie et la masse, E égale mc carré. Ce qui est proprement révolutionnaire parce qu'il s'agit d'un lien entre des grandeurs qui étaient jusqu'alors pensées comme de natures différentes. Vous voyez, ils ne jouissent pas du même primat ontologique. L'énergie est contingente, elle est susceptible d'être acquise ou perdue. La masse est liée à l'être. Je pèse donc je suis, pourrait dire le physicien dans une version appauvrie du cogito cartésien, ou plutôt je suis ce que je pèse. Donc cette égalité, c'est ouvrir la possibilité de transformer une propriété en existence. Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça signifie. C'est un peu comme si on énonçait qu'on va transformer la qualité de timbre d'un magnifique piano Bösendorfer en existence matérielle d'un nouveau piano Steinway, et de façon réelle, matérielle, palpable, tangible. Donc, la relativité restreinte a très clairement et indubitablement changé une partie de notre rapport au monde. Et ces particules relativistes sont intéressantes à double titre. D'une part, en tant que telles, en tant que sonde ou que révélateur de l'infiniment petit, mais aussi, bien sûr, en tant que moyen d'accéder aux structures cosmiques. Parce que les photons que nous évoquions à l'instant, fussent-ils de très haute ou de très basse énergie, fussent-ils dans les longueurs d'onde gamma ou dans les longueurs d'onde radio, ne suffisent pas à révéler tous les visages du cosmos. Il faut aussi utiliser ces particules chargées. Je pense aux noyaux d'hydrogène, d'hélium, de beryllium, de bore, de carbone, de fer, qui sillonnent l'espace interstellaire et qui renseignent, entre autres choses, sur les processus de diffusion qui s'y déploient, sur les éventuelles présences de turbulences, qui permettent aussi de faire face à une question intéressante. Où est donc passée l'antimatière ? On sait que les lois de la physique sont presque exactement symétriques entre matière et antimatière. Pourtant, l'antimatière semble avoir disparu, au moins sous forme macroscopique, de notre environnement. Pourquoi la nature a-t-elle choisi la matière contre sa consoeur ennemie, l'antimatière ? À moins que, loin d'ici, il existe des antigalaxies avec des anti-étoiles, des antiplanètes, sont peut-être données des anticonférences d'anticosmologie. Émergence donc d'une image resymétrisée d'un cosmos qui serait cloisonné en larges domaines de matière et d'antimatière, un peu à l'instar d'un matériau magnétique qui, quand il se refroidit, se scinde en zone de moment magnétique haut et zone de moment magnétique bas. C'est aujourd'hui un modèle qui, pour plusieurs raisons, est défavorisé, mais qui ne peut être sondé qu'en mesurant véritablement le signe des particules cosmiques, et donc leur nature matière et antimatière, et donc la trace des anti-étoiles qui les auraient éventuellement engendrées. Au-delà des photons, au-delà des particules chargées, je crois qu'il faut aussi recourir aux neutrinos. Les neutrinos sont des particules fantomatiques, sans masse ou presque, sans charge, sans couleur. Ils ne disposent que d'une seule des trois interactions fondamentales de la physique
pour interagir avec le monde qui les entoure. Autrement dit, les neutrinos voient un cosmos essentiellement transparent. Ça, c'est une propriété remarquable, parce que ça signifie qu'ils conservent l'empreinte, la trace de ce qui les a créés. Ils ne sont pas altérés, si vous voulez, par les processus de propagation. Pensez un instant à la lumière. Quand nos yeux scrutent le Soleil, nous ne voyons qu'une pelure d'étoiles, parce que les photons émis au cœur, là où la température avoisine 15 millions de degrés, sont immédiatement réabsorbés et réémis, bien sûr. Mais le Soleil n'est pas transparent à sa propre lumière. Nous ne voyons pas le lieu des réactions thermonucléaires. On ne peut scruter qu'une sorte de peau d'étoile. Alors je sais bien, dans une posture d'ailleurs très stoïcienne, Paul Valéry aimait à rappeler que le plus profond, c'est la peau. Il était souvent cité par Deleuze en ce sens. Mais derrière cette peau, il y a un corps, qu'il sans organes à la manière d'Artaud, un corps nucléaire, qui brûle chaque seconde 400 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Et ce corps ne nous est pas directement visible. Les neutrinos permettront sans doute de faire émerger une nouvelle astronomie, peu sensible au processus de propagation à l'intérieur des astres et entre l'astre et le détecteur. Mais au-delà des photons, au-delà des rayons cosmiques, au-delà des neutrinos, je crois qu'il faudra aussi recourir à ce qu'on nomme les ondes gravitationnelles. Ce sont des tressaillements fugaces de la métrique, des sortes d'ondes de géométrie. Peut-être permettront-elles, dans un futur qui n'est pas encore advenu, de scruter Cosmos avec des yeux de géomètre et donc de réaliser un peu du projet platonicien. Elles sont prédites par la théorie de la relativité générale, qui est probablement l'une des plus grandes, des plus belles, des plus subversives et des plus étranges propositions sur le monde jamais conçues par l'esprit humain, au moins dans le domaine des sciences dures. La relativité générale nous apprend que l'espace-temps réagit à la présence des corps, qu'il se distord ou se distend, eu égard à la distribution de masse et d'énergie. Vous voyez, c'est un peu comme si, dans notre étrange partie d'échecs cosmique, la morphologie des cases devenait une conséquence de la position des pièces. C'est un peu comme si, dans notre jeu de théâtre, le décor évoluait au gré de la position des acteurs, ou un peu comme si la manière de dire était si fondamentalement liée à la nature de ce qui est dit que la distinction même entre les deux concepts devait s'évanouir sous l'analyse. Ce que nous apprend, je crois, vraiment la théorie d'Einstein, c'est que l'espace-temps n'est plus le cadre dans lequel se déploient les phénomènes. L'espace-temps est lui-même un phénomène. Un phénomène, oserais-je dire, comme les autres. Un phénomène régi par ses équations d'évolution. Ou pour le dire de façon un peu plus provocatrice, mais je pense non moins exacte, l'espace-temps n'existe plus. Nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel en lieu et place de l'espace-temps. Le monde, comme une collection de champs, éventuellement quantiques, en interaction les uns avec les autres et en interaction avec le champ de gravité ou avec le champ d'espace-temps, comme vous voulez. C'est une vision strictement relationnelle et évidemment relativiste. Alors vous le voyez, tout au contraire d'un monde désenchanté ou désincarné, comme on nous le dit parfois, je crois que la physique contemporaine présente plutôt un cosmos polychrome, diapré, foisonnant, ce qu'Hésiode peut-être appellerait une chimère. Et force est de constater que notre cosmologie est effectivement un peu chimérique, en ce sens qu'elle est très singulière. D'abord parce que l'observateur, nous, fait partie intégrante du système qu'il entend décrire. Ce qui est un peu gênant du point de vue de la nécessaire distanciation entre l'objet d'étude et celui qui tente de le décrire, de façon à tenter de faire émerger, si ce n'est une vision absolument objective, au moins une description largement intersubjective. Ensuite, et plus gravement, je pense, parce que les conditions initiales y jouent un rôle particulier. Qu'on se souvienne que la physique ne permet de décrire l'état final d'un système que modulo la connaissance de conditions initiales qui sont toujours supposées extérieures et antérieures à l'expérience considérée. On ne peut calculer la position d'une planète que si on connaît sa vitesse et sa position avant le déploiement du phénomène que l'on souhaite décrire. Or, précisément, il n'y a ni extériorité ni antériorité au système univers. Ça rend donc le problème des conditions initiales épineux. Il faut en quelque sorte, si l'on veut garder un pouvoir prédictif,
que le modèle génère lui-même ses propres conditions initiales, où il soit dans une large mesure insensible. Enfin, dernière singularité majeure, l'expérience est irreproductible. La création de l'univers n'eut lieu, semble-t-il, qu'une fois. Ce qui est un peu délicat, parce que le processus usuel d'inférence des lois en physique se fait à partir de l'observation de régularité lors de la réitération d'expériences dans des conditions similaires. Nous sommes ici face à une situation particulière, sans même mentionner d'ailleurs que les énergies en jeu dans le scénario cosmologique sont vraisemblablement dans les premiers instants beaucoup plus élevées que ce qui sera jamais mis en œuvre sur Terre. Pourtant, là encore, il faut constater qu'en dépit, ou peut-être grâce finalement, à ces singularités, la cosmologie est effectivement devenue une science, et même une science de précision. Elle est aujourd'hui étayée par de nombreuses observations et plusieurs modèles, mais repose essentiellement sur 3 piliers historiques, dirais-je. D'abord l'observation de Hubble. Chaque corps céleste, à grande échelle, s'éloigne de chaque autre corps céleste avec une vitesse d'autant plus grande qu'ils sont éloignés, en adéquation parfaite avec l'image d'un espace-temps en expansion depuis le Big Bang primitif. Ensuite, le fond diffus cosmologique, que nous évoquions tout à l'heure dans le domaine des micro-ondes, et qui en lui-même constitue déjà une belle corroboration de l'image du Big Bang, mais on peut aujourd'hui aller plus loin. On peut scruter d'infimes fluctuations au sein de celui-ci. Ces infimes fluctuations témoignent de la présence d'ondes de densité dans l'univers primordial. Très exactement ce qu'on appelle en physique des ondes acoustiques. Vous voyez que c'est presque sans métaphore que l'on peut considérer qu'il s'agit d'écouter l'univers primordial. Et vous le savez bien, la qualité de timbre d'un instrument nous en dit long sur sa facture. Et il est de cette manière possible aujourd'hui de mesurer l'âge de l'univers, son spectre de puissance, sa vitesse d'expansion, sa géométrie, avec des précisions qui avoisinent le pourcent. La cosmologie est devenue une science de précision. Enfin, 3e pilier, la nucléosynthèse primordiale. Vous savez, la physique nucléaire est une vieille et vénérable science. Elle permet de calculer avec une bonne précision ce que devraient être les abondances des différents éléments dans un modèle d'univers en expansion depuis le Big Bang primitif. Et là encore, les prédictions sont en bonne adéquation avec les mesures. Le psychanalyste et musicologue Michel Schneider disait du pianiste Glenn Gould qu'il fait partie des êtres rares, morts souvent, artistes toujours, qui, comme le pensait Baudelaire de Wagner, aux mauvaises heures consolent d'être là. Le bac de Gould, poursuivait-il, à cette énigmatique évidence des choses qui n'attendent rien de nous et ne nous supposent ni désir ni mémoire. La musique est alors non ce qu'on entend, mais ce qui nous entend. Il pensait aux variations Goldberg, cette autre œuvre monde, où avant de réentendre l'air initial dans l'aria da capo, il aura fallu parcourir toutes les variations possibles sur un même thème, comme autant de modes envisageables de l'esprit humain, jusqu'aux contradictions, jusqu'aux apories, jusqu'aux paradoxes. Et précisément, je crois que de telles pierres d'achoppement ou points de friction, notre cosmologie ne manque pas. Qu'on pense d'abord au problème de l'homogénéité. Comment comprendre que des zones causalement décorrélées, c'est-à-dire n'ayant jamais eu la possibilité d'échanger la moindre information, se trouvent miraculeusement à la même température? On peut comprendre que dans une marmite, fût-elle cosmologique, une soupe, fût-elle primordiale, se trouve à une température homogène, eu égard au processus d'échange qui se déroule dans celle-ci. Mais comment comprendre que 40 000 marmites différentes, il y a autant de zones décorrélées sur le ciel, soumises à 40 000 feux différents, par 40 000 personnes différentes, n'ayant pas la possibilité de communiquer entre elles l'intensité de la flamme à laquelle elles les soumettent, se trouvent exactement à la même température? Il faut en quelque sorte amender le modèle cosmologique et supposer que dans ces premiers instants, il s'est déroulé une phase d'expansion considérable du facteur d'échelle, de la taille caractéristique de l'univers, exponentielle, qui permet de recoller ces zones qui ne sont plus qu'apparemment disjointes quand on les observe aujourd'hui. Mais il y a pire. Je pense évidemment au trou noir. Vous qui entrez ici par des toute espérances,
écrivait Dante dans sa comédie pour décrire les enfers. C'est peut-être un peu ce que sont les trous noirs, parce qu'une fois l'horizon franchi, cette sorte de membrane hémiperméable qui est dépourvue de matérialité, qui est une membrane mathématique, plus aucun retour vers le monde extérieur n'est envisageable. Dans le trou noir, en quelque sorte, le temps se change en espace et l'espace se change en temps. La singularité centrale marque, d'un certain point de vue, moins un lieu spatialement déterminé qu'une sorte d'achèvement de l'écoulement du temps. À l'extérieur du trou noir, dans notre monde, un corps en chute libre sur l'objet serait mesuré par l'observateur local, au voisinage de l'horizon, comme présentant la plus grande vitesse possible, celle de la lumière donc. Mais le même phénomène, scruté par l'observateur distant, vers un corps présentant la plus petite vitesse possible, strictement zéro donc. Vision apparemment antagoniste et pourtant cohérente d'un même monde dans une acception relativiste. Néanmoins, les trous noirs posent problème. Par exemple, comment comprendre que ce sont simultanément les objets les plus simples de l'univers, entièrement décrits par deux paramètres dans les situations astrophysiques, plus simples qu'une particule élémentaire, mais aussi ceux qui contiennent, qui encodent la plus grande quantité d'informations. Où celle-ci est-elle cachée, cryptée peut-être? Comment comprendre que les trous noirs semblent, au moins quand on les regarde classiquement, perdre la mémoire de ce qui les a formés, alors même que cette amnésie s'inscrit en faux par rapport à certains théorèmes fondamentaux de la mécanique quantique? Mais il y a pire. Je pense à la matière noire. Vous savez, nous savons que par plusieurs observations indépendantes, et donc avec une bonne fiabilité, on a pu établir que l'essentiel de la masse de l'univers est invisible. Soit. Mais on a pu, de plus, établir que les constituants élémentaires qui constituaient cette matière invisible n'étaient très vraisemblablement pas des particules d'ores et déjà identifiées dans le cadre du modèle standard de l'infiniment petit. C'est donc un double paradoxe qui se dessine ici. Un paradoxe cosmologique, puisque l'essentiel de la masse de l'univers manque à l'appel, et un paradoxe de physique des particules, puisque très probablement des constituants fondamentaux n'ont pas encore été découverts. Cette énigme de la matière noire pose bien sûr le problème de l'éventuelle incohérence, pour ne pas dire incomplétude, de notre modèle standard. Souvenez-vous la démarche d'unification, si remarquablement efficace, force électrique et magnétique, sous forme d'interaction électromagnétique, puis interaction électromagnétique avec force nucléaire faible, sous forme d'interaction électrofaible. Il devint rapidement évident que cette démarche devait être poursuivie avec l'interaction nucléaire forte. Le groupe de symétrie qui permet le plus simplement possible de faire émerger cette unification se nomme SU5. SU5 fait partie des théories qui ne peuvent pas être fausses, trop évidentes, trop prédictives, trop attendues, trop élégantes. SU5 fut néanmoins mise à l'épreuve de l'expérience pour la beauté du geste, et comme vous l'imaginez, SU5 fut infirmé. La nature, naturus, au féminin natura, du verbe latin nascor, sa racine, ce qui est en train de naître, sur le point de naître, le processus même de naissance. Peut-être que la nature, c'est l'éternelle nouvelle naissante, c'est l'étonnante par définition. Moi, je crois comme un délice, plus qu'un supplice de Tantale, la théorie ultime, c'est tout au moins notre expérience des dernières décennies, semble se dérober, quand on la croit, à portée de main. Mais il y a pire. Je pense à l'énergie noire. On sait depuis un siècle environ que l'univers est en expansion. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant une fois qu'on l'a compris, bien sûr. La relativité générale nous apprend que l'espace-temps doit être dynamique. Cette expansion n'est évidemment pas à comprendre comme un mouvement des corps dans l'espace, mais comme une dilatation de l'espace lui-même. En revanche, de façon beaucoup plus étonnante, on a mis en évidence, il y a un peu plus de 10 ans, que cette expansion était de plus en plus rapide, c'est-à-dire accélérée, ce qui est difficile à concilier avec l'image d'une gravitation qui est attractive et qui doit donc jouer un rôle de force de freinage. Alors peut-être suffit-il d'adjoindre une constante fondamentale aux équations d'Einstein, dites cosmologiques, dont, à mon sens, la présence ne pose aucun problème théorique, c'est même plutôt l'absence qui serait étonnante, mais dont la valeur numérique n'est pas en accord
avec les prédictions de la mécanique quantique. Loin s'en faut. Peut-être faut-il revoir plus profondément la structure du microcosme pour en sonder les conséquences sur le macrocosme. Et si les particules élémentaires n'étaient pas des objets ponctuels, comme on le croit habituellement, mais plutôt des structures filiformes, des petits élastiques, ce que la tradition retiendra sans doute comme des cordes. La théorie des cordes, c'est d'abord un tour de dextérité mathématique qui permet de s'affranchir d'une pathologie récurrente des théories de champ nommée anomalie. Mais pour ce qui nous intéresse ce soir, au niveau plus conceptuel, c'est une théorie quantique, par construction. C'est une théorie gravitationnelle, parce que le spectre d'excitation des cordes contient ce qu'on appelle un boson sans masse de spin 2, autrement dit un graviton. Et c'est une théorie d'unification parce qu'elle donne l'espoir de réinterpréter les particules donc pseudo-élémentaires connues comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales. Un peu à l'instar d'une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Alors elle s'est déployée suivant plusieurs révolutions. D'abord la découverte de la supersymétrie, découverte toute théorique, puisqu'à l'heure actuelle les expériences ne plaident pas en ce sens, loin s'en faut, mais qui, si elle était avérée, constituerait effectivement une révolution, puisqu'elle créerait un lien entre le monde des forces et le monde des corps, entre le monde des interactions et le monde des objets. Ensuite, la découverte des relations dites de dualité, c'est-à-dire de liens entre les grandes et les petites distances, entre les fortes et les faibles interactions. Et ce qui m'intéresse plus maintenant, la découverte du paysage. Vous connaissez peut-être cette devinette qu'on pose parfois aux enfants. Comment réaliser 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? Ils ne trouvent généralement pas la réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse dans le plan. Mais il y a une réponse dans l'espace. C'est la pyramide, le tétraèdre. Il faut, si l'on peut dire, inventer la 3e dimension pour donner sens à ce problème. Et c'est un peu ce qui se passe en théorie des cordes, où l'ensemble de l'édifice devient potentiellement cohérent à condition de supposer l'existence d'un monde décadimensionnel, ce qui n'est pas exactement en adéquation avec notre expérience quotidienne. Il faut donc cacher, recourber, recroqueviller, compactifier, dit-on, ces dimensions supplémentaires. Et les libertés associées à ces schèmes de compactification, associées à ce qu'on appelle des flux magnétiques généralisés, génèrent un quasi-continuum, quasi infini, de lois physiques émergentes différentes. Rappelez-vous l'inflation que nous évoquions tout à l'heure. Quand on la regarde de près, il est très vraisemblable qu'elle crée non pas un univers, mais une succession, une infinité d'univers bulles décorrélés les uns des autres. Voilà la première image du multivers. L'inflation crée des mondes, la théorie des cordes, si elle est correcte, les emplit ou les structure avec des lois physiques différentes. Là où tout ou presque devient possible. Ailleurs, des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes octadimensionnels, des mondes sans temps peut-être. Ludwig Wittgenstein ouvrait son Tractatus par cet aphorisme. Le monde est tout ce qui a lieu. C'est peut-être la meilleure définition de ce multivers, là où tout a lieu. La question, n'en déplaise à Leibniz ou Heidegger, n'est peut-être plus pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité. C'est une nouvelle blessure narcissique. Après Copernic, Darwin et Freud, c'est notre univers lui-même qui se trouverait comme déchu de son piédestal et réinterprété comme un îlot, dérisoire et contingent au sein de ce vaste plurivers. Aucun retour ici, contrairement à ce que pensent certains, au vieux démon de l'anthropocentrisme pré-copernicien. Tout au contraire, puisqu'après avoir été géocentré, héliocentré, galactocentré, cosmocentré, notre représentation de l'univers deviendrait, au conditionnel, parfaitement acentrée. De la même manière que notre planète, la Terre, n'est pas représentative de l'univers, mais constitue un lieu singulièrement hospitalier, notre univers n'a aucune vocation à être représentatif du multivers. Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si miraculeusement adaptées à l'existence de la complexité en général et de la vie en particulier? Peut-être, première possibilité, parce que dans le coup de dé initial,
nous avons joui d'une incroyable chance. La nature a sélectionné cet îlot dérisoire, presque impossible, de lois ou de constantes de couplage compatibles avec l'existence de la complexité. C'est possible. Peut-être, seconde possibilité, parce qu'un dessinateur intelligent, Dieu pour ne pas le nommer, a orienté l'évolution de l'univers vers l'existence de la vie, et singulièrement bien sûr de la vie humaine. C'est la solution éminemment anthropocentrique, théologique et téléologique, c'est-à-dire finaliste. Ou peut-être, troisième explication possible, celle du multivers, plus humblement, me semble-t-il, et peut-être plus naturellement aussi, parce que les dés ont été jetés une infinité de fois. Auquel cas, toute séquence, aussi improbable soit-elle, va nécessairement se réaliser, et même d'ailleurs se réaliser une infinité de fois. Alors évidemment, la proposition est vertigineuse. Elle redessine ce que seraient même les contours de notre rapport au monde. Elle résout peut-être certaines contradictions de physique théorique, mais est-elle encore scientifique? Peut-on sans risque prédiquer sur l'existence de mondes invisibles? Se trouve-t-elle du bon côté de la ligne de démarcation érigée par exemple par Karl Popper entre science et non-science? Autrement dit, peut-on prouver ce modèle? Ou plus précisément, peut-on le falsifier? Peut-on le réfuter? Je crois que la réponse à cette question est positive. Pour une raison assez simple, qui est que le multivers n'est pas un modèle inventé de façon ad hoc par goût de la diversité, mais qu'il est une conséquence de modèles élaborés pour répondre à des questions précises de physique des particules ou de gravitation relativiste. Si ces modèles, qui peuvent être mis à l'épreuve de l'expérience hic et nunc, ici et maintenant, avec beaucoup de difficultés, c'est vrai, les thèses de la théorie des cordes sont atrocement difficiles, mais ils ne sont pas a priori impossibles, ils ne sont pas en principe impossibles. Si donc ces modèles venaient à être infirmés, toutes leurs conséquences, y compris bien évidemment ce lot d'univers multiples, s'évanouiraient avec eux. Il n'a jamais été nécessaire de vérifier toutes les conséquences d'une théorie pour que celle-ci entre de plein droit et de plein pied dans le champ des sciences dures. Repensons un instant à la relativité générale, archétype d'une théorie réussie. Elle prédit la structure interne des trous noirs. Chaque jour, ou presque, des articles sérieux sont publiés sur ce sujet sans que personne ne s'en émeuve, alors même qu'il est évidemment impossible de vérifier les prédictions à l'intérieur des trous noirs. Je crois donc que si dans un futur éloigné, car nous n'en sommes vraiment pas là, les théories qui génèrent ces multivers venaient à faire partie du paradigme dominant, il y aurait quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à leur dénier la conséquence univers multiple, alors même qu'elle apparaît naturellement et qu'elle permet de résoudre un certain nombre de contradictions apparentes de physique théorique. Mais, quand bien même vous ne seriez pas d'accord avec moi et considéreriez que la proposition n'est pas scientifique, au sens de Popper, faudrait-il nécessairement s'en émouvoir? Je crois que l'épistémologie poppérienne, coincée entre celle de Bachelard, de Carnap, de Feyerabend, de Kuhn, de Bourdieu, de Latour, de Bloor, Collins, Laton, n'est pas, ça n'engage que moi, la plus subtile et la plus adéquate qui soit, au moins sous la forme atrophiée et caricaturale qui en est usuellement véhiculée. Je pense que toute tentative d'érection d'une frontière, d'abord intéresse généralement ceux qui veulent en exclure les indésirables, ce qui est rarement une démarche louable, et ne permet pas, par un principe aussi intelligent soit-il, de décrire une pratique qui est à ce point encastrée, délocalisée et innervée de différents champs disciplinaires. Mais là encore, quand bien même la proposition poppérienne aurait adéquatement décrit la pratique scientifique à une époque, ce qui ne me semble ni souhaitable, ni exact, ni du point de vue normatif, ni du point de vue descriptif, pourquoi faudrait-il y enfermer la science? Tous les champs disciplinaires se sont auto-transformés de l'intérieur. Ni les abstractions de Kandinsky, ni le quatuor à cordes en fa dièse mineur numéro 2 d'Arnold Schoenberg, ni l'accord Tristan de Wagner, ni l'homme qui marche de Rodin, et moins encore sans doute Fontaine de Duchamp, n'auraient été considérés comme de l'art par un esthéticien de la Renaissance. Esthétique d'ailleurs qui, en tant que discipline philosophique, n'existait pas encore à la Renaissance. Donc, je crois que si aujourd'hui, certains physiciens venaient à ressentir le désir ou le besoin de revoir
les linéaments de leur propre discipline, il y aurait une sorte d'étrangeté à les en empêcher a priori, sans avoir sondé toutes les conséquences possibles de cette voie, qui peut bien entendu être une impasse. Alors, incontestablement, ces idées dessinent peut-être quelque chose qui a à voir avec une nouvelle mythologie, ou peut-être plutôt une logomythie, parce que pour la première fois, ça serait Logos qui est premier. Logos, la parole, par extension, le discours, par extension, la rationalité, et qui entraînerait ou qui engrainerait presque mécaniquement vers Moutos, c'est-à-dire vers ces mondes invisitables et donc possiblement merveilleux. Le merveilleux n'ayant rien à voir ici, ni avec le magique, ni avec le miraculeux, bien sûr. Ce qui me semble intéressant, c'est que cette idée de multivers apparaît aussi, quoique de façon moins radicale, dans des modèles beaucoup moins spéculatifs et beaucoup plus orthodoxes que ceux que nous venons d'étudier. Pensons par exemple, et une dernière fois encore, à la relativité générale. Dans 2 des 3 géométries compatibles avec les symétries cosmologiques, elle prédit un espace strictement infini. Donc, une infinité d'univers en tant que zones corrélées les unes aux autres, enfin, intérieurement corrélées plus exactement. Auquel cas, tout ce qui peut se dérouler, non pas cette fois au sens d'une diversité de lois, mais au sens, en l'occurrence, d'une diversité de phénomènes, doit se produire. Et là encore, se produire une infinité de fois. Il doit donc strictement exister une infinité de copies à l'identique de chacun d'entre nous, qui ont rigoureusement les mêmes passés, mais pas forcément les mêmes futurs. Un monde donc où vous restez dans cet amphithéâtre, celui-là j'espère, et un autre où, agacé par mon propos subversif, vous décidez de le quitter, vraisemblablement en claquant la porte. L'autre grande théorie du XXe siècle, la mécanique quantique, n'est pas en reste sur cette question. La mécanique quantique, vous le savez, nous apprend qu'à une certaine échelle, tout devient discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Nous apprend que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité, et nous apprend qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Dans l'interprétation usuelle, dite de Copenhague, la mécanique quantique prévoit que lors de l'interaction d'un système se trouvant dans une superposition d'états, quantique donc, avec un système classique, se produit un effondrement de la fonction d'onde, une projection du vecteur d'état. C'est un postulat supplémentaire qui est mathématiquement disgracieux et conceptuellement coûteux. Au contraire, dans l'interprétation de Everett, il est supposé que se produit un embranchement en univers parallèles, sans rupture d'unitarité. Autrement dit, et si tant est que nos processus cérébraux soient liés à des phénomènes quantiques, ce qui me semble difficilement contestable, un monde où la guerre de Troie a eu lieu, celui-là, semble-t-il, et un autre où Agamemnon, Ménélas et Priam parvinrent à s'entendre devant les remparts d'Ilion. Mais il faut aller plus loin. Il faut concilier les exigences quantiques et les impératifs gravitationnels. Moins dans cette quête frénétique d'unification que pour des raisons de cohérence interne. La grande théorie d'Einstein, la relativité générale, prédit en quelque sorte elle-même sa propre perte. Il y a des lieux ou des temps auxquels elle prédit l'existence de singularités. Les singularités, ce sont des divergences qui constituent sans doute moins des pathologies de l'espace-temps lui-même que de la théorie qui le décrit. Depuis longtemps, cette question se pose et elle est évidemment très difficile pour des raisons techniques, dites de renormalisation par exemple, c'est-à-dire de lissage de ces infinis, et pour des raisons plus conceptuelles qui sont simples à comprendre. Parce que le fixe, le fond de l'un, c'est-à-dire l'espace-temps pour la théorie quantique, est justement le champ dynamique de l'autre, celui de la relativité générale. Alors fort heureusement, depuis quelques décennies, plusieurs approches ont permis des progrès considérables dans cette voie. Je pense en particulier à la gravitation quantique à boucle, qui parvient, dans un cadre mathématique cohérent, dans une axiomatique claire, à concilier les grands principes de la mécanique d'Einstein avec les grands principes de la mécanique de Bohr, Schrödinger, Dirac, Heisenberg, Pauli, de Broglie, etc. Elle fait émerger, là encore, une image révolutionnaire, bien que spéculative,
cet état d'avancement des recherches, bien sûr, de l'espace-temps, qui serait lui-même composé de petites entités insécables. Un monde donc rigoureusement, mais comme Einstein nous l'avait déjà appris, sans espace et sans temps. Mais est-ce si révolutionnaire? Qui a déjà mesuré le temps en tant que tel? On mesure généralement le nombre de décilements entre le trait qui est jeté et le héros qui touche terre. On mesure le nombre d'oscillations du ressort spiral de la montre entre le plectre qui frotte la corde du clavecin et le son déjà évanescent. Appliquées à l'univers dans son ensemble, ces idées de la gravitation quantique à boucle lissent, régularisent le Big Bang en tant que paradoxe principal et principiel. Il est remplacé par un grand rebond, un autre univers donc, en amont d'une autre, qui se serait contracté et aurait donné naissance à l'expansion telle que nous l'observons. Le multivers ici n'est plus spatial ou parallèle, il est temporel, éventuellement même cyclique d'ailleurs, à l'instar de quelques grandes cosmogonies anciennes. Alors je crois que face à cette question des univers multiples, peut-être il serait opportun de relâcher un peu la contrainte de vérité et de penser en termes d'adéquation, d'ajustement, de production de sens. Je crois que sur cette voie, celui qui peut peut-être le plus utilement nous aiguiller n'est paradoxalement sans doute pas un philosophe postmoderne français, bien que j'ai la plus grande attirance, pour ne pas dire affection pour cette mouvance, mais en l'occurrence un philosophe analytique, américain, du XXe siècle, professeur à Harvard, un homme sérieux donc. Je pense à Nelson Goodman, celui qui considère l'art et la science comme autant de manières de faire des mondes. Le multivers goodmanien n'a plus trait à l'en-soi des choses. Il a trait à la diversité presque démiurgique de nos capacités d'agencement des systèmes symboliques. Il a trait à la créativité humaine. Je crois que le fil conducteur de la pensée de Goodman, c'est le refus du réductionnisme. On ne réduira pas, écrivait-il, le monde de Canaletto à celui de Van Gogh ou celui de James Joyce à la physique théorique. Même si vous le savez d'ailleurs, le terme quark provient du génial Finnegan's Wake de Joyce. C'est au nom de cet anti-réductionnalisme qu'il est suivi et précédé d'ailleurs par d'autres philosophes analytiques américains, Dewey, Davidson, Sellars, Putnam, Rorty, et par d'autres philosophes continentaux, en un sens radicalement différent, mais avec toujours en filigrane ce refus de la réduction. Derrida, Deleuze, Nancy, Foucault, Lyotard. Je crois que c'est au nom de cet anti-réductionnalisme qu'il est conduit à proposer ce qu'il nomme un relativisme radical sous contrainte de rigueur. Mais un relativisme qui, contrairement à une certaine idée, trop ancrée à mon avis dans l'ère de notre temps, n'aurait absolument rien d'un laxisme épistémique ou d'un nihilisme axiologique. Tout au contraire, faire un monde est une activité qui exige raison et responsabilité, parce que nous en sommes hélas les témoins. L'histoire regorge de mondes immondes, précisément. Je crois que ce multivers goodmanien, fait à partir de rien par l'usage de symboles, comme il l'écrivait en empruntant cette manière de voir à Ernst Cassirer, qui est un philosophe allemand néo-kantien, est probablement un cadre adapté pour tenter de penser ces univers multiples de la physique contemporaine. Il est tard, nous ouvrions cette courte balade avec une référence à Hésiode. Sans doute faut-il la conclure en hommage à Homère, l'autre magicien de l'hexamètre. L'hexamètre, c'est le rythme du dactyle, la saccade des phalanges, celle de l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven, ou du thème central du quatuor La jeune fille et la mort de Franz Schubert. L'Aède, c'est peut-être avant tout un musicien. Je crois que la cosmologie d'Homère présente un homme en déréliction, aux prises avec sa finitude, triste souvent, blessé presque toujours, mais qui, quand le corps d'Achille se confond avec la lumière du soleil, peut encore créer des mondes et défier les dieux. Je crois que la musique, comme l'écrivait Weinberg de la physique, c'est ce qui, parfois, porte le niveau du discours humain au-delà de celui de la farce et lui confère un peu de la dignité de la tragédie. Je vous remercie.
Merci. Et voilà, je vous laisse rebondir. Alors, vos questions. Bon, merci, merci. Bon, merci, c'est formidable. C'était poétique, c'était en même temps scientifique. Bon, et puis c'était sans transparent. Bon, le rêve, le rêve. J'ai deux questions. Si jamais les multivers avaient une chance d'exister, oui, il y aurait un espace-temps qui pourrait les englober toutes, qui pourrait englober tous les référentiels locaux de chaque multivers. Est-ce que ça ne poserait pas des problèmes en ce qui concerne la genèse du Big Bang dans notre univers? Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres, mais est-ce que ça ne gênerait pas? Donc, si jamais il y avait un espace-temps qui serait non pas local à notre univers, mais plus général à tout le multivers, ça devrait poser une genèse du Big Bang très différente. Et puis la deuxième question, elle est très importante, c'est que les multivers me paraissent être une problématique anthropomorphique. Pourquoi notre univers ne serait-il pas tout simplement un super amas de galaxies, oui, très loin sans doute d'un autre univers, et il y en aurait plein comme ça de super amas de galaxies, et où nous aurions une place quelconque. Pourquoi vouloir absolument corréler ces univers? Ils peuvent même apparaître pour des raisons multiples et diverses, soit des Big Bang, Big Crunch, soit des fluctuations du vide, peu m'importe, à des moments différents, dans un espace-temps qui serait beaucoup plus grand. Donc, oui, la première question, oui, deuxième. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. La réponse à la première question est oui. La question était, cela ne pose-t-il pas un problème? La réponse est oui. Ça pose beaucoup de problèmes. Si on veut faire de ce modèle un modèle sérieux, c'est-à-dire l'utiliser pour faire des prédictions et se poser la question de la probabilité d'adéquation du monde tel qu'on l'observe avec les prédictions du modèle, il faut tenir compte de ce qu'on ne voit qu'un seul échantillon. C'est un peu comme si on faisait l'expérience LHC, on essayait de trouver le boson de Higgs ou les particules supersymétriques à l'aide d'une unique collision. C'est extrêmement difficile. Quand on calcule la probabilité d'adéquation, on a deux termes qui sont tous les deux très difficiles à calculer et qu'on est pour l'instant totalement incapable de quantifier. Le premier, c'est déjà, d'un point de vue strictement mathématique, d'évaluer la probabilité d'apparition de lois telles qu'on les observe dans un modèle donné, par exemple, de théorie des cordes. Ça, c'est uniquement lié à la structure de ce qu'on appelle le paysage et donc du comportement de ce qu'on appelle les champs de modules. Ça, déjà, on ne sait pas le faire. Mais il y a plus grave que ça. Parce que ça, on pourrait savoir le faire dans un futur éloigné. C'est qu'ensuite, il faut pondérer cette probabilité par ce qu'on appelle un facteur anthropique qui n'a rien à voir avec une sorte de principe théologique d'anthropocentrisme. Rien à voir, au contraire. C'est simplement l'idée que si le modèle prédit 1000 univers dont seulement un seul est hospitalier, il est évident qu'on se trouve dans celui-là. C'est une façon de tenir compte du biais d'observation, exactement comme quand on regarde ce qu'il y a dans cette pièce, on n'en déduit pas que l'univers est exactement à l'image de ce qu'il y a dans cette pièce. Donc ce principe, disons, anthropique au sens de Brandon Carter, n'est pas du tout un principe de type intelligent design comme le croient quelques-uns, c'est exactement l'inverse en réalité. Bien. Mais alors, effectivement, ça pose un problème, parce que quand on veut faire des probabilités, c'est toujours difficile quand on a des ensembles infinis, en particulier les ensembles infinis continus. Et là, on a envie de prendre comme mesure de probabilité élémentaire une sorte de volume. Les univers les plus probables sont ceux qui occupent le plus de volume. Et rien que la définition du volume n'est pas assurée. On ne sait même pas vraiment ce que ça veut dire que définir une hypersurface de type espace à l'échelle du multivers. Donc, mon sentiment, sans preuve, est que ces problèmes ne sont pas strictement insolubles a priori, mais qu'ils sont, dans l'état actuel de nos compréhensions, tout aussi bien presque biologiques, parce que le facteur anthropique dépend de la probabilité d'apparition de structures conscientes, que du point de vue mathématique, que du point de vue physique, actuellement clairement hors de portée. Et personne, je crois, ne peut, à ce jour, savoir s'ils deviendront des modèles aussi prédictifs que ceux que nous connaissons dans un futur éloigné. Probablement pas, d'ailleurs. Soyons raisonnables, probablement pas. Donc, incontestablement, il y a des difficultés. Et pour votre deuxième remarque, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous la formulez, en disant pourquoi vouloir à tout prix. Mais moi, ce qui me semble intéressant dans le multivers, c'est qu'on ne le veut pas. Si on l'avait inventé
parce qu'on le désirait, il n'aurait aucun intérêt. Il ne reflèterait que les fantasmes de celui qui l'a proposé. Ce qui me semble intéressant dans ce type de modèle, c'est si les univers multiples émergent sans qu'on les ait mis à la main a priori. L'inflation n'a pas du tout été inventée pour ça. Elle a été inventée pour d'autres paradoxes de cosmologie. J'ai cité l'homogénéité, mais ça résout aussi d'autres problèmes, et surtout ça génère les petites perturbations qui sont à l'origine des galaxies. Aujourd'hui, l'inflation n'est évidemment pas certaine. Rien n'est certain en science. Heureusement, certains cosmologistes en doutent, mais elle fait partie du modèle standard, ce qui ne prouve pas qu'elle est juste, évidemment. Mais enfin, elle jouit quand même d'une situation relativement confortable. Or, précisément, quand on la regarde de près, la raison est assez simple au niveau intuitif. Imaginez que vous avez un champ quantique, qui est un objet comme ça, disons un champ massif, qui se situe sur un potentiel, donc une espèce de bille, sur un sol avec une forme quadratique. Et puis, ce petit champ peut fluctuer vers le haut ou vers le bas. Alors, disons que quand il fluctue vers le haut, on reste dans un monde inflationnaire, puis quand il fluctue vers le bas, on sort de l'inflation. On crée en quelque sorte un univers, comme celui dans lequel on se trouve actuellement. Vous voyez bien que, du point de vue quantique, les probabilités sont les mêmes d'aller vers le haut ou vers le bas. Sauf que là où le champ va vers le haut, l'espace continue d'inflater exponentiellement. Alors que là où on fluctue vers le bas, évidemment, on cesse d'être en inflation. Donc, on a toujours exponentiellement plus à chaque pas de temps, de zones qui sont en expansion exponentielle que de zones qui ne le sont pas, par la structure même du processus. Donc quand on voit que ce genre de modèle conduit à ce type de prédiction, moi je crois qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je prends seulement certaines prédictions du modèle ». Si on prend le modèle, il faut prendre toutes les prédictions du modèle. Donc, moi, je veux bien qu'on n'aime pas les univers multiples. D'ailleurs, je parle de ça ce soir parce que je trouve ça intéressant. Mais je ne suis pas du tout spécialement adepte des univers multiples. Simplement, on ne peut pas garder une théorie qui les prédit et retirer cette prédiction. Alors maintenant, il se peut très bien que l'inflation, dans certains cadres, peut n'avoir lieu que dans un seul univers. La relativité générale, si on vit dans un monde fermé, ou même dans un univers ouvert, mais avec une topologie multiconnexe conduite à un espace qui est absolument fini, et on n'a plus de multivers, et l'ensemble du modèle s'effondre. Je ne prétends pas qu'il est indispensable. Mais je crois que c'est pas un désir... Parce que certaines personnes l'interprètent comme un anthropocentrisme, et d'autres exactement comme l'inverse, comme une désanthropocentrisation. Moi, je le vois plutôt comme ça. Mais ça, c'est la conséquence. Ce n'est pas ce qui conduit au modèle. Les gens qui ont élaboré la théorie des cordes, ou la relativité générale, ou la mécanique quantique, dans cette interprétation hétérodoxe, qui est celle d'Everett, qui n'est pas l'interprétation usuelle, l'ont pas du tout fait au départ. Enfin, Everett peut-être un peu quand même. Mais les autres, en tout cas, l'ont pas fait avec la motivation de créer des multimondes. En même temps, je voudrais rebondir là-dessus. En même temps, c'est pas parce que un modèle ne viole pas les lois de la physique qu'il s'inscrit dans la réalité. Parce qu'on peut très bien imaginer même des tas d'objets qui obéissent aux lois de la gravitation qui n'existent pas. On peut imaginer des véhicules. Ah non, mais voilà, oui, la réalité, c'est autre chose. Moi, je parle d'une prédiction dans les circonstances réelles. Parce qu'effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout ce qui peut a priori se produire ne se produit pas nécessairement. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années sur les trous noirs primordiaux jusqu'à me convaincre que ce sont des objets qui n'existaient pas. Donc c'est très intéressant conceptuellement, mais pour ce qui est de la recherche expérimentale, j'ai arrêté. Donc ça, je suis bien d'accord avec ça. Ou les trous de verre, par exemple, sont des objets intéressants en tant que solution des équations d'Einstein. On a toutes les raisons de penser qu'ils ont très peu de chances d'exister. Mais là, je ne parle pas de ça. Et pourtant, ça ne viole absolument pas. Enfin, oui, mais... En aucune manière, c'est important de dire ça, parce que du coup, mais moi, je ne du dis coup pas... l'intérêt de tester... Voilà pourquoi les scientifiques, certains, sont très intégristes de ce point de vue-là. Quand on parle du multivers de l'inflation ou du multivers de la relativité générale dans la géométrie plane ou hyperbolique, ce n'est pas une possibilité, c'est la seule possibilité. La seule, j'exagère un peu, il y a des modèles inflationnaires qui ne conduisent pas à ça, mais moi je les trouve beaucoup moins naturels. Là, sur un point de vue strictement mathématique et indépendant de cette conséquence, ce n'est pas une possibilité de l'inflation. Moi je considère, mais peut-être des collègues dans la salle le voient autrement, mais moi je considère que c'est une prédiction naturelle de l'inflation. Merci. Merci bien pour cette très belle synthèse. C'est la première fois dans ma vie que j'en ai entendu beaucoup de très bonnes, mais celle-là, de ce type, c'est la première fois. Et je vous en remercie. Ma question est la suivante.
est-ce que dans le cadre, et suite à ce que vous avez dit, est-ce que le multivers ne pourrait pas être, disons, peut-être que vous allez sursauter, un super chat de Schrödinger, ou du moins ne pourrait-on pas le dire? Oui, donc peut-être pour les gens qui ne sont pas spécialistes dans l'Assemblée, le chat de Schrödinger, c'est cette expérience de pensée qui pose le problème de la transition quantique classique. On a un système quantique, en l'occurrence un noyau qui se trouve simultanément dans deux états, et puis on essaye d'inventer un mécanisme pour asservir l'état d'un système macroscopique à l'état d'un système microscopique. Et donc on se dit si le système microscopique est lui-même dans plusieurs états, le système macroscopique doit être dans plusieurs états, et donc si la vie du chat, par un processus très cruel d'ailleurs, est asservie à l'état des intégrations, je ne sais plus exactement, d'un atome, le chat doit être mort et vivant si l'atome est lui-même dans différents états simultanés, ce qui est un peu curieux puisqu'on n'a jamais vu de chat mort-vivant. Voilà, ça, c'est juste pour resituer l'idée du chat de Schrödinger. Je crois que ça dépend de la structure de multivers à laquelle on s'intéresse. Je n'ai même pas tout cité. Moi, là, j'ai parlé un tout petit peu du multivers inflation-corde, du multivers simplement espace infini et du multivers... Alors, j'ai dit gravité quantique à boucle, mais ce n'est pas les seuls modèles qui donnent des rebonds. Précisément, Patrick travaille sur des modèles qui font des rebonds sans gravité quantique à boucle, donc c'est un multivers temporel. Il y en a encore d'autres, il y a des modèles, alors ça j'y crois pas trop en revanche, mais qui sont quand même intéressants, de rebonds dans les trous noirs, avec sélection darwinienne des univers, et ainsi de suite. Donc moi je crois que votre image est en assez bonne adéquation avec justement le multivers de type Everett, où là c'est exactement ça finalement, c'est exactement ça. Et c'est une question intéressante, parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur ce qu'on appelle la décohérence, etc., qui permettent d'expliquer, mais c'est toujours en partie ces transitions quantiques classiques. La projection elle-même, pour un système comme l'univers qui est autonome et qui ne peut donc pas interagir avec un système classique extérieur, pose problème. Justement, d'ailleurs, Patrick pourra aussi commenter là-dessus, parce que ça impose une certaine interprétation de la mécanique quantique qui n'est pas forcément celle de Everett. Il y a d'autres manières de s'en sortir. Mais dans ce cadre-là, je pense que votre image est correcte. Pour les autres multivers, non. À mon avis, c'est un autre problème. C'est plus un problème de superposition quantique. Ça peut être un problème, un déploiement spatial ou temporel. Je pense que c'est une... Mais alors, ce qui est amusant, c'est que tout ça peut être imbriqué. On peut avoir une structure gigogne de multivers. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que les univers à la Everett se réalisent dans chacun des univers du multivers de l'inflation, ou à l'intérieur même duquel on retrouve un multivers lié à l'espace infini. On peut avoir des structures imbriquées de multivers. Ça serait assez amusant. Pourquoi on peut avoir ça? Parce que la topologie est libre dans ces modèles. La topologie, c'est encore une autre question. La topologie, elle intervient simplement quand on dit que l'espace est strictement infini en relativité générale pour deux types de géométrie. Ça, c'est vrai que si on a une topologie triviale. Pour des topologies plus complexes, effectivement, là, on peut à nouveau avoir un espace fini, bien qu'on ait une géométrie qui soit d'un autre type. Mais là, ce n'est pas vraiment un problème de topologie, c'est un problème de géométrie. C'est que, par exemple, dans une bulle d'inflation, on peut avoir un espace infini. Ça, c'est juste parce que les dimensions d'espace sont courbées dans la direction de temps, disons. Donc on peut avoir un espace strictement infini dans une bulle d'inflation. Ce qu'on appelle les bulles, c'est des bulles en un sens un peu métaphorique. Ça peut contenir un espace infini. Ça, c'est pas incompatible. Bonsoir. Je voulais savoir les travaux que vous faites sur la gravité quantique à boucle. Est-ce que ça va pouvoir donner une explication à l'intrication? Alors déjà, moi, je ne fais pas grand-chose. Il y a des gens dans la salle qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. Non, mais c'est un domaine d'intérêt un peu novateur pour moi, donc il aurait mieux fallu le demander à Carlo Rovelli. Mais quel problème à quel problème vous pensez? Parce que l'intrication en tant que telle, ce n'est pas vraiment un problème. C'est une structure quantique qui est intéressante, qui est étonnante, mais qui n'est pas en soi paradoxale. Ah oui, mais d'accord, ok, je comprends. Donc là, j'explique pour ceux qui connaissent moins bien. Donc dans un système quantique intriqué, effectivement, si on fait une mesure, par exemple, sur l'état de polarisation d'un photon, ça va immédiatement se répercuter sur l'état de polarisation de l'autre photon à une vitesse apparente, qu'on va dire, qui est infinie. Alors, on dit que ça viole la causalité, mais en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'interprétation dans laquelle on se place. Puisqu'on sait maintenant de façon à peu près claire que ces phénomènes d'intrication ne permettent pas de transmettre d'informations.
Donc on peut pas utiliser la corrélation d'un système quantique pour converser avec un ami qui se trouve à 1 milliard d'années-lumière à une vitesse infinie. Donc finalement, l'interprétation usuelle quand même de ce problème, c'est de se dire que la mécanique quantique doit être pensée en termes intrinsèquement délocalisés, et que donc comme les systèmes intriqués sont, comme leur nom l'indique, intriqués, seule la fonction donc globale du système fait sens, et se dire l'information se propage de l'objet photon A à l'objet photon B à une grande vitesse n'est pas vraiment signifiante, parce que l'objet photon A n'est même pas défini. Il n'y a qu'à fonction donc globale du système qui a un sens. Alors, sincèrement, est-ce que la gravitation quantique à boucle nous dit des choses nouvelles là-dessus? Je ne sais pas. Daniele, tu sais? Je ne crois pas. Je pense que ça me paraît un problème assez différent. Donc, je pense que non. Enfin, en état actuel, en tout cas. Oui, donc bonjour. Alors, moi, je suis un amateur. Hein, je ne suis pas du tout un expert. Voilà, j'avais une question. J'avais une question avec deux questions en une, entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'on cherche l'utilité, entre guillemets, de chaque élément dans l'univers? Est-ce que cette utilité pourrait répondre à certaines questions? Et deuxième question subsidiaire, est-ce qu'on peut comparer, moi c'est une idée que j'ai eue, mais est-ce qu'on peut comparer un trou noir à une espèce de recycleur de matière de l'univers et des atomes primordiaux pour refabrication ultérieure d'éléments dans cet univers ou dans d'autres univers? Et je pense au phénomène qui permet, à la queue du trou noir qui fait échapper des éléments et des particules. À l'espèce de fontaine blanche. Voilà. D'accord, donc merci de votre remarque. Bon, la première partie de votre question, je ne suis pas sûr d'avoir des commentaires très signifiants à faire. Je ne suis pas certain qu'il faille à tout prix chercher une utilité, non. La beauté est souvent dans la contingence et dans la gratuité, dans l'inutilité parfaite, ce serait une posture très baudelairienne. Que répondre à ça? Je crois que ce qu'on ambitionne de faire en physique, c'est de donner un sens à l'ensemble de ce qui est observable. D'abord, je ne pense pas que ce soit le seul sens possible, évidemment. Hein, on peut toujours créer un sens artistique, poétique, littéraire, mythique ou tout ce qu'on veut. Donc je ne pense pas que l'ensemble du réel ait vocation à s'y réduire. Mais même sur cette coupe qui est opérée dans le champ des possibles, je ne crois pas que la question se pose en termes d'utilité. Donc je ne sais pas vraiment que commenter sur ce point-là. Oui. Oui, je vais parler dans le micro parce que sinon on ne va pas entendre dans l'enregistrement. Oui, tu dis que chaque chose a une utilité dans la nature ou dans le règne animal. Écoute, c'est un point de vue que tu as parfaitement le droit, évidemment, la légitimité de défendre. Ce n'est pas le mien. Tu sais, à côté de Beaubourg, il y a une petite boutique là, d'ératisation qui est absolument horrible, où on voit des rats morts qui pendent. Et il y a écrit lutte contre les nuisibles. Non, mais je rigole pas parce que moi, ça m'effraie ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le concept d'animaux nuisibles. Donc, cette façon de voir en termes d'utilité et d'inutilité est possible, hein, comme toutes les façons de voir. Non, mais j'ai bien compris que ce n'était pas la tienne. Je ne fais pas de toi un apôtre de la dératisation. Hein. Mais on est bien d'accord. Mais je vais simplement dire que cette idée, même dans le domaine des sciences du vivant, de raisonner en termes d'utile et de nuisible, me semble délicate. Voilà. Donc je ne crois pas qu'on soit obligé de penser en ces termes-là. Pour revenir à la deuxième partie de la question, qui est peut-être mieux posée du point de vue physique, alors les trous noirs comme des recycleurs, pourquoi pas? Mais c'est quand même assez spéculatif tout ça. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a une façon, comme l'avait proposé Lise Moline, qui consiste à essayer de penser des espèces d'univers en rebond et de croire que les trous noirs peuvent être des espèces de progéniteurs d'univers. Bon, à mon avis, c'est un modèle qui est assez difficile à tenir. Je ne le trouve pas très convaincant, mais on peut tout à fait l'étudier. Bon, il y a des bonnes raisons, hein. Ce n'est pas complètement délirant. Il y a des analogies entre la métrique de Schwarzschild et la métrique de Sitter qui font que ce n'est pas complètement idiot de regarder l'intérieur d'un trou noir comme un univers. L'ennui, c'est que c'est assez compliqué parce que l'idée qui était derrière, c'est de faire apparaître un processus de sélection darwinienne des univers où finalement, si les univers sont engendrés par des trous noirs dans l'univers père ou mère, enfin parent, disons, à ce moment-là, les lois de la physique, mais encore faut-il qu'elles varient un peu à chaque rebond, et ça c'est quelque chose qui est mis arbitrairement dans le modèle, les lois de la physique vont évoluer à l'échelle du multivers
vers la valeur des constantes de couplage qui maximisent la production de trous noirs, puisque les univers qui n'ont pas de trous noirs en leur sein sont stériles, d'accord ? Donc sont moins probables et moins nombreux que ceux qui produisent beaucoup de trous noirs avec des lois qui permettent de le faire et ainsi de suite. Bon, c'est un modèle amusant pour plein de raisons, je ne suis pas certain qu'il soit très longtemps tenable. Après, tu as évoqué la structure de fontaine blanche, donc ça c'est encore autre chose. Bon, ça ce sont des solutions des équations d'Einstein qui ont été très étudiées il y a une trentaine d'années typiquement, qui sont intéressantes, hein, incontestablement, qui ont un peu perdu de leur crédit depuis, parce qu'on s'est rendu compte que même si ces trous de verre existaient, ils étaient très probablement non traversables, puisque d'une part, la gorge du trou de verre est elle-même un processus dynamique qui a tendance à se fermer très vite, et ensuite la moindre perturbation au voisinage de celle-ci va également la fermer. Donc, seule de la matière très exotique, présentant une équation d'état très spécifique, ou des théories gravitationnelles étendues. Là, il y a quelques jours, il y a un article dans Phys-Revlet qui est sorti montrant que dans la théorie d'Einstein-Gauss-Bonnet, on pouvait avoir des trous noirs, des trous de verre traversables sans matière exotique. Bon, oui, on peut avoir, mais comme faisait remarquer mon collègue, d'abord, ce sont quand même des modèles exotiques, et ensuite, ce sont des solutions particulières de modèles exotiques. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut être assez calme, disons, sur ces choses-là. Ben, c'est pas, donc je retranscris la question. C'est pas possible de passer d'un univers à l'autre. Moi, ma réponse est par définition. Ce que j'appelle univers, enfin j'appelle, c'est pas original, hein, ce que nous appelons univers, c'est l'ensemble des points qui peuvent avoir été ou être en interaction causale. Donc de ce point de vue-là, si c'est accessible, c'est dans notre univers. Donc je pense que, là je suis d'accord que ma réponse est un peu un échappatoire, mais c'est par définition, je pense pas possible de passer d'un univers à l'autre. Alors je sais bien que dans les modèles de trous de verre, on avait émis cette hypothèse parce que si on referme sur le même univers, ça peut générer des paradoxes temporels. Et donc certains n'avaient franchi le pas de dire ah oui, donc ça ne doit pas connecter deux zones d'un même univers, ça doit connecter deux univers différents. Mais c'est quand même très... Alors là, pour le coup, c'est très ad hoc comme supposition. On n'a aucun mécanisme de génération des univers. On a juste une structure mathématique où on a envie de se dire, pour qu'elle ne pose pas de problèmes paradoxaux au niveau de la causalité, il faudrait qu'elle joigne deux univers. Mais ce n'est pas associé à un processus de création dynamique des univers eux-mêmes. Donc, à mon avis, c'est pas très convaincant. Mais c'est vrai que c'est une chose qui a été et qui est encore étudiée. Hein. Oui, j'ai une question. Pardon. Oui, donc ma question, c'est en fait, bon, l'essentiel repose sur une base de constantes, de tout type. La physique a un grand paquet de constantes, enfin il y a une quinzaine ou une vingtaine de constantes dites fondamentales. Donc apparemment, la notion de multivers imposerait avoir un jeu de constantes spécifiques à chacun. Et ce qui sous-entend pour pouvoir... disons, c'est de comprendre déjà la genèse de ces constantes, d'où viennent-elles dans notre univers à nous déjà, pour imaginer qu'elles puissent être différentes dans un univers voisin, oui. Ou dans un multivers différent. Donc là, effectivement, ça dépend vraiment du niveau auquel on se place. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de multivers où la seule diversité est une diversité des phénomènes. Mais déjà ça, c'est énorme, hein. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on intègre sur un espace strictement infini n'importe quel processus dont la probabilité n'est pas strictement nulle va se dérouler. Donc, imaginons par exemple, en réalité les questions ne se posent pas comme ça, mais qu'on s'étonne beaucoup de l'homogénéité de l'univers, dans une certaine mesure, avec un espace infini, c'est absolument inévitable qu'il y ait des zones où l'univers est parfaitement homogène. La probabilité est très mince, mais intégrée sur une infinité de volumes, il y a forcément des volumes où on trouvera des choses homogènes. À ce niveau, mais on ne peut pas résoudre comme ça le problème enfin, les problèmes résolus par l'inflation ne peuvent pas être résolus avec la remarque que je viens de faire. Hein, mais c'est simplement pour se rendre compte que c'est déjà quelque chose de compliqué, sans changer les lois. Mais, effectivement, si on veut que les constantes de couplage, elles aussi, changent, là, je crois que la théorie des cordes est le seul cadre dans lequel on a un modèle scientifique à peu près fondé. Le à peu près n'est pas péjoratif. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'axiomatique de la théorie des cordes est quelque chose qui est encore assez flou aujourd'hui, qui engendre cette diversité. Donc là, je crois qu'il n'y a qu'un seul niveau de multivers, le niveau le plus élevé, où ceci est généré. Mais dans ce cadre-là, effectivement, on peut réinterpréter les choses à partir essentiellement des
des manières de compactifier les dimensions supplémentaires, qu'on appelle par exemple les variétés de Calabi-Yau. C'est l'ensemble des schèmes de compactification qui sont essentiellement compatibles avec le modèle standard, enfin dit un peu à la louche. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres libertés qui sont associées. Et donc le groupe de Stanford, de Renata Kalosh et ses collègues ont démontré qu'on pouvait dénombrer environ, c'est l'ordre de grandeur de l'ordre de grandeur, hein, mais 10 puissance 500 vides possibles à peu près. Ce qui est d'ailleurs un peu ironique, parce que c'est 10 puissance 500 vides avec une constante cosmologique positive, qu'est-ce qu'on observe? Mais en réalité, il y a une infinité de vides avec une constante cosmologique négative. Donc là, c'est un peu une entourloupe, parce que finalement, du point de vue probabiliste, si on prend strictement ce modèle, la théorie des cordes devrait prédire un monde à constante cosmologique négative, puisque la probabilité est infiniment plus grande, en quelque sorte. Parce qu'on n'a qu'un nombre fini de possibilités à constante positive et un nombre infini à constante négative. Mais bon. Par exemple, la constante de gravitation universelle, oui. qui est le dixième de ce qu'elle est dans la réalité, le monde serait totalement différent. Ah oui, incontestablement, oui. Oui, oui ben c'est bien le problème dit de l'ajustement fin, qui est qu'effectivement, la plupart des constantes fondamentales, si elles variaient peu autour de leur valeur actuelle, parce qu'il faut faire attention au problème de l'ajustement fin. Si on dit, si les constantes étaient différentes, le monde serait différent. Ça, c'est trivial, ça n'a aucun intérêt, et ça n'a rien de paradoxal. Effectivement. Ce qui est étonnant, c'est même pas de dire si les constantes étaient différentes, l'homme n'existerait pas. Oui, et alors? L'homme n'existerait pas. Je vois rien, moi, personnellement, de troublant là-dedans. Ce qui est plus troublant que ça, c'est de se dire, si les constantes étaient différentes, il n'y aurait aucune complexité. Mais le qualificatif troublant montre bien que c'est difficile à quantifier ces choses-là. C'est très dépendant d'une structure qu'on appelle bayésienne, d'une analyse bayésienne, dans laquelle c'est fondé sur une croyance a priori. Et ce n'est pas évident de savoir quel est le taux d'objectivité qu'on peut donner à l'observable qu'on essaye de quantifier. Donc effectivement, pour en revenir à votre remarque, oui, si les constantes étaient différentes, il y aurait essentiellement un monde uniforme, quoi, sans complexité probablement et sans structure. En quoi le fait que le monde puisse être sans complexité est troublant? Non, mais c'est troublant parce qu'il est complexe. Ah, d'accord. C'est troublant parce que l'immense majorité des... Non, mais le problème est là. Oui, bon. Si on a une gigantesque roulette et qu'on joue une fois, on va forcément tomber sur une case. Et ça n'a rien de paradoxal. Cette case était peu probable a priori, mais a posteriori, il n'y en a qu'une. Donc il n'y a pas de quoi s'en émouvoir. Mais maintenant, imaginez qu'on joue sur une roulette où il y a 1 milliard de cases vertes et une case rouge. Et qu'on tombe justement sur la case rouge. Là, on réfléchit un petit peu plus. Et c'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, si presque toutes les lois donnent un univers sans structure, et que seules quelques valeurs des constantes donnent un univers structuré et complexe, c'est un peu curieux que sur une seule réalisation, on soit tombé non pas sur une seule solution, parce que ça c'est inévitable, on n'a qu'une réalisation, on n'a qu'une seule solution, mais qu'on soit tombé sur cette solution-là, qui n'est peut-être pas tout à fait au hasard dans le champ des possibles. Mais ça, c'est pas facile à quantifier ça. C'est même pas facile d'être sûr que c'est paradoxal. C'est peut-être pas si paradoxal que ça, en fait. Oui, non, mais en fait, ma question de fond, c'était a-t-on d'où viennent ces constantes, finalement? C'était un peu à partir du modèle cosmologique initial du Big Bang. Dans le modèle de la physique des particules, elles viennent de nulle part. Elles sont ad hoc, elles sont à la main, leurs valeurs ne sont pas prédites. D'accord, c'est ce qu'on appelle le problème, qui en est, là encore, hein, ce qui est c'est très relatif la notion de problème, ça pose problème à certains, ça pose pas de problème à d'autres. Je pense que le seul cadre dans lequel on peut interpréter l'origine de ces constantes, c'est celui de la théorie des cordes, pour les raisons que j'évoquais précédemment. L'ennui, c'est qu'on voit bien que ce qu'on gagne, c'est-à-dire une capacité de comprendre à un métaniveau d'où viennent les constantes, nous fait immédiatement perdre un autre avantage des théories physiques, qui est leur prédictivité. Parce que comme du coup on prédit que tout est possible, on a évidemment une perte immédiate des capacités prédictives. Donc on troque un peu une sorte de capacité déductive contre une capacité prédictive. On verra. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je voudrais juste poser une petite question, peut-être pour une chose peut-être un peu plus concrète. Vous avez parlé des 3 piliers de la singularité du Big Bang. Je voulais savoir si la nouvelle image de Planck sur le fond diffus, ça fragilisait pas plutôt justement cette idée de singularité, du fait des irrégularités trouvées? Alors,
d'abord une précision, les 3 piliers que j'ai donnés, en fait il y en a plus que 3 aujourd'hui, hein. Ça c'est un peu les 3 piliers historiques, ne sont pas des piliers de la singularité, ce sont des piliers de l'image d'un univers en expansion. Essentiellement ce que montre le fond diffus montre un peu plus que ça en réalité, mais au premier ordre, ce que montre le fond diffus, la nucléosynthèse et l'observation de Hubble, c'est que l'univers est en expansion depuis un état primitif qui était forcément très chaud, puisque la nucléosynthèse dit qu'il était plus chaud que la température de synthèse des noyaux, donc plus chaud que quelques mètres, quoi. C'est ça qui est étayé par ces 3 piliers. Ce n'est pas l'existence d'une singularité primordiale. L'existence d'une singularité, ces observations ne nous disent rien là-dessus. L'existence de la singularité provient de la théorie, qui en l'occurrence est la relativité générale, alors qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, et Patrick ne me démentira pas, ne prédit pas nécessairement et dans tous les cas cette singularité. On dit parfois que la relativité générale conduit indubitablement ou nécessairement à une singularité primitive. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais il est vrai quand même que dans beaucoup de cas naturels, elle prédit cette singularité. Donc voilà, c'est ça la position du problème. Pour ce qui est des résultats de Planck, c'est un peu délicat d'en parler puisqu'ils ne sont pas encore rendus publics. Néanmoins, je ne pense pas qu'ils nous disent quoi que ce soit sur cette singularité. Ce qu'ils vont nous permettre de comprendre, c'est une mesure plus précise des paramètres cosmologiques, c'est de commencer à faire un peu de la physique fine de l'inflation, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'existence de l'inflation, ou de l'existence, ou de la non-existence d'ailleurs de l'inflation, mais dans le premier cas, de commencer à mieux sonder la forme du potentiel dans lequel ce champ a évolué, de comprendre un petit peu les types d'interactions possibles de ce champ, soit avec lui-même, soit éventuellement avec d'autres champs. Sur la physique de l'univers très primordial, c'est difficile. Ce n'est pas exclu, en particulier de par l'étude des ondes gravitationnelles primordiales qui laissent une empreinte dans le fond diffus cosmologique, mais cette empreinte est très ténue, elle apparaît dans ce qu'on appelle la polarisation B, qui est quelque chose que même le satellite Planck aura beaucoup de mal à voir. Et encore, de déduire de ce genre d'observation l'existence ou non d'une singularité serait très hasardeux. Donc ce dont on parle quand même, c'est d'un univers en expansion depuis un instant de plus en plus reculé. L'état absolument primitif n'est pas forcément hors d'atteinte. Les modèles de type pré-Big Bang en théorie des cordes ou rebond en théorie des boucles peuvent laisser des empreintes qui sont éventuellement testables, ou même rebond hors théorie des boucles d'ailleurs. Donc ce n'est pas des choses qui sont totalement métaphysiques, hein, mais je pense qu'on en est quand même encore assez loin. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que cette discussion va se poursuivre le mois prochain, puisque nous avons Patrick Peter qui va nous parler des défauts spatio-temporels, théorie des cordes et structures de l'univers. En attendant, je me propose de clore ce débat, et je remercie encore une fois Aurélien Baron pour cette magnifique exposé. Voilà, rendez-vous au mois de mars, mardi 6. N'oubliez pas de vous inscrire.